Bonjour et bienvenue. Au cours des 2 dernières semaines, le domaine spatial a vraiment connu une période d'effervescence. Oui, on a vu des avancées, des défis techniques aussi, et puis des changements de stratégie assez majeurs. C'est ça. On va donc analyser ensemble les événements clés qui sont en train de redéfinir la course vers la Lune et même au-delà. Une course où les enjeux, on parle maintenant de milliers de milliards de dollars. Le titre de notre analyse aujourd'hui est d'ailleurs l'essor de l'économie spatiale, des billions en jeu au-delà de la Terre. Et cette analyse vous est présentée par ProWave AI, qui propulse l'intelligence. Elle est aussi générée par Stylo News, l'application d'information qui est alimentée par l'intelligence artificielle. Il faut préciser d'ailleurs que Stylo News, c'est la version pour le grand public d'un logiciel qui s'appelle Stylo Intellops. Oui, un outil qui a été conçu à l'origine pour des opérations, disons, gouvernementales, militaires, commerciales. Ce qui veut dire que les auditeurs ont un accès assez unique à un instrument d'analyse qui est normalement réservé aux grands décideurs mondiaux. Exactement, un outil pour décrypter des situations complexes. Allez, entrons dans le vif du sujet. On commence avec le programme Artemis de la NASA, la mission Artemis 2. La première mission lunaire habitée depuis 1972 quand même. Tout à fait. Elle était prévue pour début février 2026. L'équipage, on le rappelle, 3 Américains, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, et puis un Canadien, Jeremy Hansen. Et leur objectif, c'était un survol de la Lune. L'idée était de tester les systèmes du vaisseau Orion et de la fusée, la fameuse SLS, en conditions réelles. Le moins important, c'est été, parce que le programme a rencontré quelques obstacles. C'est le moins qu'on puisse le dire. D'abord, fin janvier, une vague de froid intense sur le centre spatial Kennedy. La météo, toujours un facteur imprévisible. Voilà. Ça a forcé un premier report au 8 février. Mais bon, le vrai coup dur, il est arrivé le 4 février. Nouveau report, et cette fois, c'est mars 2026 au plus tôt. Et là, la cause n'est plus du tout météorologique. On parle de quelque chose de bien plus préoccupant. Ah oui, là on parle d'un problème technique détecté au sol, Lors d'un test critique, exactement, le 3 février, pendant ce qu'ils appellent la répétition générale humide. c'est-à-dire quand ils remplissent les réservoirs. C'est ça, ils ont détecté une fuite d'hydrogène liquide. Alors bien sûr, l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a tout de suite insisté sur la sécurité de l'équipage en disant que ces tests sont faits pour ça, pour trouver les problèmes sur Terre. C'est le discours attendu, bien sûr, mais une fuite d'hydrogène, ce n'est pas anodin, surtout pour le SLS qui a déjà eu ce genre de soucis. Non, ce n'est pas anodin du tout. Est-ce que ça ne soulève pas des questions, disons, plus profondes sur la fiabilité de cette technologie? Elle est très puissante, mais aussi très complexe. C'est une excellente question. L'hydrogène, c'est le meilleur carburant, mais sa molécule est minuscule, elle s'infiltre partout, surtout à des températures cryogéniques. La navette spatiale a connu ça des dizaines de fois. Donc en choisissant cette techno, la NASA savait à quoi s'attendre. Elle savait qu'elle héritait de cette complexité, et ce report, il ravive le débat sur les choix techniques qui ont été faits il y a plus de 10 ans. Chaque retard coûte une fortune, et ça met en lumière le contraste avec le secteur privé. Parlons des conséquences, justement. Pour la Space Coast en Floride, c'est un coup dur, j'imagine. Ah oui, l'économie locale, les sous-traitants, le tourisme, tout vit au rythme de ces lancements. Mais l'impact va bien au-delà. Absolument. Au niveau national, c'est un revers pour l'agenda d'exploration américain. Ça donne des arguments critiques au Congrès sur les coûts et les délais du SLS. Il y a l'international aussi. C'est pareil. L'Agence spatiale canadienne, qui a un astronaute à bord, doit gérer ce calendrier qui bouge tout le temps. Et ça crée un effet domino. Tous les projets qui dépendent d'Artemis sont aussi mis en attente. Et pendant que la NASA gère ses défis, on va dire, classiques, le secteur privé, lui, joue une toute autre musique. Le contraste est... Saisissant. Ah oui, c'est le mot. Prenez Blue Origin, la société de Jeff Bezos. Ouais, ils ont pris une décision radicale. Mettre en pause leur vol de tourisme spatial avec New Shepard. Pour au moins 2 ans. Alors que c'était leur vitrine farmée. Exactement. Toutes les ressources sont maintenant concentrées sur leur contrat avec la NASA. Les 3,4 milliards de dollars pour développer l'atterrisseur lunaire, le Blue Moon. C'est un signal très fort. Ça veut dire que le vrai marché, le gros lot, ce n'est plus le tourisme spatial. Non. C'est l'infrastructure lunaire, la logistique pour la NASA. C'est là que se trouve la valeur sur long terme. Donc Blue Origin pivote.
Et SpaceX de son côté? SpaceX, c'est l'accélération frénétique. Le 13 février, ils ont lancé la mission Crew 12 vers l'ISS. Et dans des circonstances assez folles d'ailleurs. Oui, la mission a été avancée à cause de la toute première évacuation médicale de l'histoire de la NASA depuis l'ISS. La capacité de SpaceX à s'adapter et à lancer si vite est quand même impressionnante, hein. Très impressionnante. Et ce n'est pas tout. Pendant ce lancement, le premier étage de la Falcon 9 a atterri près de son pas de tir. Pas sur une barge. Une manœuvre d'une précision incroyable. Qui est essentielle pour une réutilisation rapide et économique. On voit bien la différence de rythme, hein. Une entreprise qui opère chaque semaine face à un programme gouvernemental qui a un calendrier annuel. Mais l'annonce qui a vraiment tout changé, elle est venue d'Elon Musk lui-même, le 8 février. Ah oui, SpaceX change de priorité. Ce n'est plus Mars, mais la Lune. Avec un objectif, disons, ambitieux. Une ville autosuffisante sur la Lune d'ici 10 ans. Voilà. Et c'est spectaculaire, comme d'habitude avec lui. Mais est-ce que c'est un vrai pivot stratégique ou juste un effet d'annonce? Je pense que c'est les deux. Mais le pivot est bien réel. Et surtout, il est très logique. Mars, c'est inspirant. Mais la logistique est un cauchemar. C'est-à-dire? La Lune, c'est 2 jours de voyage avec des fenêtres de lancement presque tout le temps. Mars, c'est 6 mois de trajet et une fenêtre de tir tous les 26 mois. La différence est énorme. C'est plus qu'un choix logistique, c'est une nouvelle philosophie. Musk parie que l'économie Terre-Lune est une étape obligatoire avant Mars. Il dit qu'on ne peut pas aller sur Mars sans d'abord construire l'infrastructure à notre porte. Ça redéfinit tout. Et il ajoute une autre brique à cet édifice, l'intelligence artificielle. Il a annoncé la fusion de SpaceX avec XAI. Oui, avec ce projet un peu fou de construire des centres de données en orbite. Expliquez-nous la logique. Ce qui est fascinant, c'est la synergie. L'idée, c'est d'utiliser l'énergie solaire quasi illimitée et le froid de l'espace pour alimenter et refroidir des infrastructures d'IA gigantesques, bien plus puissantes que sur Terre. Et ça crée une boucle vertueuse, si je comprends bien. C'est exactement ça. Une IA plus puissante en orbite aide à optimiser les fusées et la logistique, ce qui permet de déployer encore plus d'infrastructures. C'est un écosystème où l'espace et l'IA se renforcent mutuellement. Tout ce dynamisme du privé, ça ne se fait pas dans le vide. Ça doit forcément bousculer le gouvernement, la stratégie nationale. Totalement. Les retards d'Artemis d'un côté et l'agilité de SpaceX de l'autre, ça a provoqué une prise de conscience au Congrès. Qui s'est traduite comment? La Chambre des représentants vient d'adopter une loi de réautorisation de la NASA qui contient un changement capital. Elle autorise formellement la NASA à acheter des services de transport dans l'espace lointain. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la NASA passe officiellement d'un rôle d'opérateur unique à un rôle de client. Au lieu de tout construire, comme le SLS, elle pourra acheter un service clé en main à SpaceX ou Blue Origin pour aller sur la Lune. C'est le modèle de la desserte de l'ISS, mais étendu à la Lune. Voilà. C'est l'officialisation de ce pivot public-privé. Et j'imagine que cette réorganisation se fait sous la pression d'un autre acteur majeur. La Chine, bien sûr. La Chine ne reste pas les bras croisés. On sait ce qu'ils font. Récemment, ils ont réussi le lancement d'un vaisseau spatial expérimental réutilisable. On n'a pas beaucoup de détails, mais ça signale des progrès très importants. Et surtout, oui, Pékin a officiellement annoncé vouloir faire atterrir des taïkonautes sur la Lune d'ici 2030. Ce n'est plus une vague ambition, c'est un calendrier. Et ça met une pression géopolitique énorme sur les Américains. On est donc bien dans une nouvelle course à l'espace. Mais elle est très différente de celle des années 60. Très différente. Cette fois, elle est menée autant par des entreprises privées que par des États. Mais, et c'est le paradoxe, La coopération n'a pas disparu? exactement, le programme Artemis lui-même est une collaboration internationale. Et la mission Crew 12 qu'on a mentionnée transportait des Américains, des Européens et un cosmonaute russe. L'ISS reste un bastion de collaboration. C'est ça. Un îlot diplomatique en orbite. Donc la situation est complexe. Une compétition féroce pour la Lune et une coopération qui persiste en orbite basse. Alors, pour finir, quels sont les événements à surveiller dans les semaines à venir, concrètement? Pour la NASA, tout se joue sur cette fuite d'hydrogène. D'abord, il faut réparer, ensuite réussir une seconde répétition générale humide. C'est crucial. Et si ça se passe bien? Alors, on peut espérer un lancement d'Artemis 2 en mars 2026. Chaque étape va être suivie de très près. Et du côté du secteur privé, qui va si vite? Le grand rendez-vous, c'est le premier vol d'essai orbital de Starship V3 de SpaceX. C'est aussi prévu pour mars. Un test fondamental pour eux. Ah oui, un succès valide toute leur stratégie pour la Lune et Mars. Un échec serait un vrai contretemps. Et puis, il faudra suivre les progrès de Blue Origin sur l'atterrisseur Blue Moon.
Et sur le plan politique, pour terminer, Le projet de loi de réautorisation de la NASA, il doit passer au Sénat. S'il est adopté, il va vraiment consolider ce virage vers le partenariat public-privé et façonner la politique spatiale américaine pour des années. c'est moins spectaculaire, mais tout aussi décisif. Tout à fait. Et si on prend un peu de recul sur tout ça, on réalise que la vraie question a changé. C'est-à-dire? Il ne s'agit plus seulement de savoir si on va retourner sur la Lune durablement. La question, c'est comment est-ce qu'on va gouverner cette nouvelle économie extraterrestre? C'est une excellente question. Avec des entreprises qui planifient des villes lunaires, des centres de données en orbite, quel cadre juridique va-t-on inventer pour gérer les ressources, le trafic, les conflits, dans un domaine qui était, il n'y a pas si longtemps, réservé aux États? C'est ça le vrai défi. C'est une pensée fondamentale pour conclure, en effet. Il faut rappeler que ce briefing a été généré avec Stylo News. Une application disponible sur mobile et ordinateur que l'on peut télécharger et personnaliser. Pour recevoir des synthèses comme celle-ci, basées sur des centaines de sources d'informations, et sur X, l'ancien Twitter, pour des actualités à la demande alimentées par l'intelligence artificielle, l'abonnement se fait sur www.stylonews.com. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets pour de futures analyses et à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés.